Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le premier tour des élections présidentielles et législatives en Centrafrique est prévu le 27 décembre 2020. Le calendrier électoral centrafricain, le président Faustin Archange Touadéra avait bien voulu le modifier à travers un projet de réforme constitutionnelle. Projet de réforme finalement rejeté par les juges de la Cour constitutionnelle centrafricaine. Mais pourquoi le président Faustin Archange Touadéra voulait-il modifier la Constitution? Quels sont, à 5 mois de la présidentielle, les rapports des forces politiques en Centrafrique? Que dire de l'homme, de sa gouvernance et de son bilan? L'ancien président François Bozizé va-t-il ou peut-il encore jouer un rôle politique en Centrafrique, notamment dans la perspective de la présidentielle du 27 décembre 2020? 3 Centrafricains avec moi pour en parler. Salomon Kotro, vous êtes un ancien député à l'Assemblée nationale centrafricaine, aujourd'hui porte-parole en France du MCU, Mouvement des Cœurs Unis, c'est le parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation, à la fois pour défendre le bilan et la candidature de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle de 2020. Merci à vous. Merci beaucoup. Wilfredo Besheba, ancien secrétaire général de la Fédération URCA Europe, URCA Union pour le renouveau centrafricain, de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, qui conduit d'ailleurs la coalition de l'opposition dans votre pays et qui, dès le départ, avait estimé que le projet de réforme constitutionnelle était juridiquement non fondé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Vous êtes chroniqueur polémiste. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ils sont 110 députés sur les 140 que compte l'Assemblée nationale centrafricaine. Une majorité de 110 députés donc à avoir initié et adopté un projet de révision constitutionnelle qui devrait permettre au président de la République, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir si la prochaine présidentielle devrait être reportée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Un projet rejeté sans équivoque par la Cour constitutionnelle. Motif, il est tout simplement anticonstitutionnel. C'est un sujet de notre rédaction de Paris, signé Corinne Camdem. La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a rejeté le 5 juin les modifications à la Constitution proposées par le gouvernement qui auraient permis au président Faustin Archange Touadéra de rester en fonction si les élections de décembre 2020 étaient reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement avait fait valoir que les propositions qui auraient autorisé le président Touadéra et les législateurs nationaux à rester en fonction pendant une durée à déterminer par le tribunal étaient nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement du pays. La Cour a estimé qu'il n'était pas prévu que 2 tiers des députés puissent saisir la Cour constitutionnelle de cette demande d'amendement. C'est la première chose. La deuxième chose, dans le fond, la Cour constitutionnelle a estimé que si elle venait à accepter la prolongation du mandat présidentiel du président Touadéra, cela aboutira, dans les faits, à modifier la durée de mandat du chef de l'État. Dans sa décision, la Cour a déclaré que ces propositions violaient les dispositions constitutionnelles interdisant les modifications du mandat du président et prévoyant que le président du Parlement prendrait la relève tous les 3 mois si une élection devait être retardée. Là où une contradiction me semble apparaître, c'est lorsque la Cour dit que cela appartient au pouvoir et à l'opposition dans le cadre d'une concertation pour trouver des solutions qui pourraient permettre donc de sortir du délai constitutionnel de la présidence pour régler le problème de l'organisation des élections. Donc ça me semble un peu contradictoire. À ce jour, la Centrafrique a confirmé environ plus de 3000 cas de coronavirus. Mais le pays, qui peine encore à sortir d'un conflit prolongé, fait face à un énorme défi dans ses efforts pour prévenir une grave épidémie. La Centrafrique est l'un des nombreux pays africains, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Ghana, où la pandémie a insufflé une nouvelle incertitude dans les élections présidentielles prévues pour la fin de cette année, qui étaient déjà censées être âprement discutées. C'était donc un sujet commenté par Kamesh Katapoulé. Très rapidement, M. Mesheiba, 5 juin 2020, la Cour constitutionnelle de votre pays rejette le projet de réforme constitutionnelle proposé par les 110 députés que j'ai évoqué dans mon introduction. Motif, ce projet n'est pas conforme à la Constitution qui exclut expressément. Dit la Cour constitutionnelle par la voix de sa présidence Daniel Dalan, ce projet n'est pas conforme à la Constitution
qui exclut expressément la modification du nombre et de la durée du mandat présidentiel. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y a 110 députés à l'Assemblée nationale en Centrafrique qui ne savent pas ça? Non, mais en fait, ça, c'est symptomatique de ce qui se fait depuis 2016 en Centrafrique. Il y a un groupe de personnes qui dirigent le pays aujourd'hui et qui veulent perpétuer leurs acquis, même si les mandats arrivent à terme. On a eu plusieurs jugements, plusieurs dossiers auprès de la Cour constitutionnelle qui traitent de la non-constitutionnalité de certaines décisions qui sont prises. La nomination des chefs de guerre dans le gouvernement, la création d'institutions non conformes à la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a toujours donné blanc-seing à ces décisions gouvernementales, à ces décrets. Toutes ces décisions ont conforté ces acteurs politiques qui ont pensé qu'ils pouvaient capitaliser sur la bienveillance de la Cour constitutionnelle pour pouvoir prolonger encore indéfiniment leur propre mandat. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont des députés qui arrivent à bout des mandats et qui veulent ne pas aller aux élections, puisque de toute façon, ils savent qu'ils sont rejetés par la population. Ils savent qu'ils seront rejetés. Comment vous pouvez le dire? Comment savez-vous ou du moins, comment savez-vous qu'ils sont rejetés par la population? Comment sait-on a priori, avant une élection, qu'on est rejeté? Vous savez, le débat autour de la modification constitutionnelle a provoqué beaucoup de remous dans la société centrafricaine, et même des Centrafricains qui ne sont pas forcément très instruits savaient les manigances que ce groupe de députés avait lancées. Et dans ce contexte-là, la décision de la Cour constitutionnelle, qui est saluée par les acteurs de la société centrafricaine aujourd'hui, à juste titre, était en fait une décision qui visait à racheter une espèce de dignité à cette Cour qui s'est compromise par ailleurs depuis très longtemps par d'autres décisions. Il était inacceptable et improbable que cette Cour constitutionnelle, au dépit de tout bon sens, valide ce projet. Vous êtes en train de dire en résumé, la Cour constitutionnelle a peut-être été bienveillante de par le passé, mais ça, là, elle n'a pas laissé passer parce que ça c'était trop gros. On va dire, c'était trop gros. On va dire pour parler trivialement. Salomon Koto, vous avez été député à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que l'article 35 de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 dit on ne touche pas au nombre de mandats présidentiels, on ne touche pas à la durée du mandat présidentiel. Et 110 de vos collègues adoptent tout de même un projet de réforme constitutionnelle qui viole expressément la constitution de votre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Richard, de poser cette question. Vous savez, il a lieu ici de saluer la décision de la Cour constitutionnelle. Cela prouve à suffisance qu'il y a la démocratie dans notre pays. Il y a l'état de droit dans notre pays. Et donc, cela étant, pour en arriver là, je tiens à rectifier un petit peu parce que dans votre introduction, vous disiez tout à l'heure que c'était un projet de loi initié. Un projet de loi vient du gouvernement, la proposition de loi vient des députés. Oui. Et donc, c'est pour vous dire que... Proposition de loi. C'est pour vous dire que la proposition de loi... Tout à fait, proposition de loi. On est tout à fait d'accord. Effectivement, j'en viens. La proposition sur la sémantique. Oui, la proposition de loi a été faite par les députés qui ont estimé s'il était question de modifier la constitution de notre pays. Oui. Et donc, s'il faut revenir à la décision de la Cour, la Cour n'a pas seulement rejeté la proposition des députés, mais la Cour a plutôt condamné la procédure employée par les députés pour en arriver là. Vous savez, la Constitution centrafricaine, c'est une constitution très verrouillée, surtout à l'article 35 de la Constitution. Mais ce n'est pas un fait nouveau dans notre pays. Alors, non, j'en viens, laissez-moi finir. Ce n'est pas un fait nouveau dans notre pays. S'il faut revenir à l'ancien, il faut savoir que depuis 1992, lorsque le régime à l'époque de Kolingba arrivait à son terme et qu'il devait y avoir un vide constitutionnel, la Cour constitutionnelle à l'époque, à travers la concertation, justement, avait prolongé le mandat du président. Ça, c'est notre fait. Encore la constitution de notre pays, la République centrafricaine. Souvenez-vous, en 2013, quand le président Bozizé, à la fin de son mandat, pratiquement pas à la fin de son mandat, à travers les accords de Libreville, à travers les accords de Libreville, on avait imposé, l'accord de Libreville avait eu la primauté sur la constitutionnelle, autorisant le président Bozizé à nommer un premier ministre irrévocable. Cela veut dire que
Cela veut dire que la décision de la Cour constitutionnelle aujourd'hui pourrait être à saluer. Alors, mais maintenant, Monsieur Cotreau, vous avez voulu faire une pirouette avec votre rectificatif en faisant croire aux Centrafricains qui nous suivent que le président Faustin Archange Touadéra est tout à fait étranger à tout ça. C'est ce que vous avez voulu en voulant rectifier proposition de loi et le projet de loi. Pour en revenir là-dessus. Oui. Pour en revenir là-dessus. Il n'avait rien à voir avec ça. Pour en revenir là-dessus, monsieur Tobé. Oui. On va peut-être en arriver sur le bilan du président de la République. Non, oui. Mais vous savez, oui, on va venir sur dans les 10 axes du président de la République, Faustin Archange Touadéra en 2016, le 3e axe parlait de l'indépendance de la justice. De l'indépendance de la justice. Si je vous l'autorise à lire, de l'indépendance de la justice. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, la décision de la Cour constitutionnelle, ne m'étonne pas, puisque ça traduit dans les faits... L'indépendance des institutions, des pouvoirs, tout à fait. Effectivement. Ça traduit dans les faits l'esprit, l'engagement du président de la République pour que la démocratie prenne pied, pour que l'état de droit soit dans notre pays. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur Cotreau, que vous ne pouvez pas dire à cette table que le président Faustin Archange Touadéra n'était pas informé de cette initiative et n'avait pas manifesté son accord? C'est pour vous dire que le président de la République, oui, s'il vous plaît, en tant que garant des institutions de la République, a certainement été au courant de tout ça. Ouais, il était et puis vous dire, en tant qu'ancien député, pour quand la loi soit effective, même si la proposition vient des députés, hormis le projet de loi qui sont initiés par le gouvernement... Il faut qu'il promulgue. Non, j'en viens. La proposition de loi transite comment? Après avoir réfléchi sur la loi au niveau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi forcément transite par le gouvernement. C'est le Conseil de ministres qui valide. Oui. Et donc, les députés ont fait la proposition de loi. Cette proposition de loi est arrivée au Conseil des ministres. Absolument. Et qui a validé et a transmis à la Cour constitutionnelle pour avoir son avis. On s'entend. Tout à Très fait. bien. Merci, honorable Cotreau. Bon, vous n'êtes plus député, mais c'est à vie, hein. Absolument. On est d'accord. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Très bien. Et monsieur Maïté. Oui. Vous êtes polémiste, vous êtes chroniqueur. Pourquoi le président Faustin Archange Touadéra, selon vous, voulait-il modifier, ou faire modifier la Constitution? Est-ce que le motif lié à la pandémie, à coronavirus, vous convainc? Ou y a-t-il, comme le clame l'opposition, notamment l'opposition en face, une idée derrière la tête? Je dirais que le président Faustin Archange Touadéra a certainement une petite idée derrière la tête, puisqu'en 4 ans, en 4 années de gestion du pouvoir, il avait cette latitude de s'organiser, de faire en sorte que les élections puissent se tenir à bonne date. Il avait cette latitude en 4 années, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas à quelques microns des élections qui pourra s'organiser. Vous êtes en train de nous expliquer que l'argument lié à la pandémie ne vous convainc pas. Au moment où les députés ont adopté ce projet de réforme constitutionnelle, il n'y avait que 4 morts dans votre pays, la Centrafrique. Le virus n'avait fait que 4 morts. Et le président dit, puisque la pandémie est là, peut-être qu'elle va nous empêcher d'organiser les élections. Je veux donc un aménagement constitutionnel qui me permette de rester au pouvoir et de faire face à ça. La pandémie était juste un alibi. Ah, c'était un alibi. C'était juste un alibi. Les élections ont été organisées sous d'autres cieux dans d'autres pays. Ça n'a pas posé de problème. Chez nous, malgré qu'il y a eu la pandémie, mais le pouvoir en place s'est toujours déplacé à organiser des manifestations, ça et là. Nous l'avons tous vu. Alors donc, là, pour moi, j'estime que la pandémie... est un faux fuyant. Effectivement. Est un faux fuyant politique. Le pouvoir en place pouvait organiser les élections, mais en dehors même de cette histoire de pandémie. L'ANE n'est pas du tout prête. Ah, ça c'est un autre débat. Le chronogramme n'est pas tenable. Ça c'est un autre débat à une autorité nationale des élections, donc c'est la structure, l'instance de votre pays qui organise effectivement les élections. Les élections. Et puis si de l'autre côté aussi... presque si toutes les forces vives de la nation ne s'étaient pas mobilisées, si les Centrafricains d'en haut, ceux d'en dessous, ne se sont pas mobilisés, mais on allait connaître
passage en force que nous avons toujours connu depuis le début du quinquennat. Parce que vous pensez qu'il y a eu une forte mobilisation sous l'égide notamment de la coalition. Moi-même, en tant que chroniqueur polémiste, je tiens une chaîne en ligne sur YouTube qu'on appelle Terrain d'Institut. Donc, j'organise des débats. Nous avons écouté des Centrafricains. J'ai posé plusieurs fois des questions. J'ai interviewé des Centrafricains. On sent une désaffection généralisée. Parlons concrètement. Examinons de façon profonde le problème posé sur la table par le pouvoir. Le pouvoir dit, si éventuellement il advient une situation qui nous empêche d'organiser la présidentielle le 27 décembre 2020, il y aura un vide juridique en ce qui concerne l'exercice du pouvoir. Mais comment on règle ce problème alors? Mais ce problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date pas de l'apparition de la... à un moment donné. Il faudrait le régler. Mais en fait, le débat autour du report éventuel et des conséquences de la non-tenue des délais constitutionnels a été soulevé depuis l'automne dernier. Ça, c'était même avant l'apparition de la Covid-19. Cette question était due au fait que l'accord de Khartoum ne fait pas effet. Des députés, des candidats députés qui dénoncent la prise en main de leur territoire par des chefs de guerre qui écument et qui le dénoncent dans les médias, n'auront pas la latitude d'aller battre campagne dans leur région. Et tout ça, ça pose des problèmes structurels, ça pose des problèmes systémiques sur l'organisation des élections. Et ce débat, il ne date pas d'aujourd'hui. Et quand on a posé ce problème au gouvernement en se disant que voilà, on ne va pas matériellement tenir des élections dans les délais, il faudrait envisager un mécanisme pour pouvoir avoir un pouvoir d'exception à l'issue du mandat du président aujourd'hui, à l'issue du mandat des institutions qui sont installées aujourd'hui, pour pouvoir conduire une nouvelle marche vers les élections à venir. Mais comment vous l'envisagez? À travers une transition, par exemple, à travers un débat national. M. Cotreau a fait une pirouette tout à l'heure en citant un exemple de ce qui s'est passé en 91 et en 2011. En 2013. 2011, ça a commencé en 2011. 2011. Il faut situer les choses dans les dates. Nous n'avons plus la même constitution. C'est plus les mêmes contextes. La constitution de 2016 a été expressément rédigée en posant des verrous pour traiter les cas litigieux de 2011, pour ne plus qu'il y ait le tripatouillage de 2011. Et d'ailleurs, je préciserai qu'en 91 et en 2011, les mandats des institutions ont été prolongés après un débat inclusif incluant tous les acteurs de la société. Comment se fait-il que des groupes d'individus qui s'assoient sur une légitimité fragile, parce qu'aujourd'hui, légitimité quand même. Légitimité quand fragile, même, d'accord. Mais même. Contestation généralisée, parce que la Code 2020 allie des partis d'opposition qui ne sont pas forcément amis aujourd'hui. Pourquoi? Sous pression de la population qui n'en peut plus du copinage entre le gouvernement et les groupes armés qui écument les populations. Je propose qu'on marque. On revient tout à l'heure répondre à cette question après une courte pause. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Un nouvel invité m'a rejoint, Paul Cyriac Semaporo. Vous êtes le président du collectif des voix des sans-voix. C'est une organisation de la société civile centrafricaine. Merci. Merci de m'avoir rejoint. Dans la première partie de notre émission, nous avions abordé le rejet par la Cour constitutionnelle de votre pays du projet de réforme constitutionnelle. Ça se passait le 5 juin dernier. La Cour constitutionnelle a déclaré ce projet de réforme contraire à la constitution de votre pays, celle adoptée le 30 mars 2016. Et puis la Cour constitutionnelle a également rejeté toute idée de référendum permettant de consulter les électeurs quant au projet de révision constitutionnelle. Je ne valide pas, mais je ne valide pas non plus l'idée de référendum, puisque dans son ensemble, le projet viole la constitution de notre pays. Comment avez-vous, membre de la société civile, président du collectif des sans-voix, accueilli cette nouvelle? Nous l'avons accueilli avec consternation, mais bon, parce que vous savez, dans tout système, dans un système surtout de gouvernement, vu ce qui s'est passé autour de nous et dans le monde entier, il était sage que les gens puissent prendre des mesures pour préparer
l'inévitable, parce que ce qui est arrivé avec cette maladie de Covid, c'est dans cette optique que les élus du peuple, c'est les députés qui ont décidé, solliciter au nom du peuple, demander à ce qu'on puisse savoir ce temps, le Mali a fait une élection, a fait ses élections, le Bénin a fait les élections législatives, le Mali a fait les élections législatives. C'était juste prévoir. Il était question de prendre des mesures. Prévoir au cas où les choses ne se présentaient pas. Comme vous savez, notre pays est un pays qui se remet des longues périodes de difficultés qu'on a connues, et ils essaient de se remettre, le pays essaie de se remettre sur les marches. C'était pas évident, donc il fallait prévoir au cas où les choses n'allaient pas bien se passer, on aurait déjà pris le devant pour essayer de sécuriser ça. Mais néanmoins, la Cour constitutionnelle ayant vu que non, le projet ne tenait pas bon, ils ont dû voir les contours, ils ont dit non, on ne va pas le faire. Et il faut se plier. Il faut se plier. Il faut se plier à la décision et c'est ce qui s'est passé. De la plus haute juridiction du pays. C'est très important quand on se veut être un État de droit, une démocratie. Il faut le faire ainsi. La date du 27 décembre 2020 est maintenant maintenue. Il y aura les élections, en tout cas théoriquement, il y aura des élections. Vous vouliez, honorable Salomon Kotro, répondre très rapidement à monsieur de l'URCA par rapport à quel point précisément? Je voudrais rebondir sur ce que mon débatteur avait dit tout à l'heure concernant le manque de dialogue du président de la République, manque de concertation, ou alors un type de régime qu'il prévoyait au cas où il n'y aura pas élection. Mais il faut dire que le président Ouattara a été élu pour 5 ans. Le mandat du président Ouattara prend fin le 30 mars 2021. Donc, vous voyez, il y a quand même une marge de cela. Oui. Mais quand j'entends l'opposition, quand j'entends nos frères, les acteurs politiques de l'opposition, ça fait plus d'1 année et demie. Plus d'1 année et demie, ils ne parlaient que de la transition. Alors que quand on parle de la transition, c'est lorsque le régime en place refuse d'aller aux élections. Mais il n'en était pas le cas du président Ouattara qui, étant élu du peuple et qui veut, il est même pressé, même si on dit qu'on aille aux élections demain, le président Ouattara est prêt. Mais par contre, nos gars de l'opposition, ils disent il faut qu'il y ait une transition. C'est dans ce contexte. C'est dans ce contexte de gouverner, comme on le dit, gouverner, c'est prévoir, que les députés avaient peut-être imaginé que, compte tenu du passé lourd de notre pays, de ce que le pays a traversé, et que le pays est en train de se remettre, et encore, mais ce que vous et dites, encore, le pays est encore sous la coupe. Les faits lui donnent raison. Tout au moins, la décision de la Cour constitutionnelle. Que dit la Cour constitutionnelle? Je ne valide pas votre projet, il est contraire à la Constitution, mais allez discuter. Mais pourquoi n'avoir pas discuté avant? Pourquoi ne s'être pas concerté avant? C'est tout ce que nous demandions. C'est la question. C'est tout ce que nous demandions. Le président de la République a voulu respecter les procédures normales. On est d'accord. Tel que prévu par la Constitution, vous voulez vous dire. La proposition de loi a été faite. Le gouvernement a regardé comment. Le gouvernement a transmis le projet de loi ou la proposition de loi à la Cour constitutionnelle pour son avis. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour constitutionnelle appelle tous les acteurs à une concertation. Mais le président de la République ne ferme pas la porte par rapport à cela. Oui, la question c'est pourquoi ne l'avoir pas fait avant, c'est la question. Mais faire avant comment? Du moment où la Cour n'a pas encore donné son avis. On ne peut pas, parce que la loi, il faut respecter. La question du vide juridique, pourquoi ne s'être pas concerté, pourquoi n'avoir pas convié les acteurs politiques de tous bords autour d'une table pour aborder la question du vide juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en Centrafrique si la pandémie empêche la tenue de la présidentielle et des législatives en décembre 2020. Cette question, on peut l'avoir abordée au préalable. Mais l'idée de la loi, de la révision de la Constitution, ne vient pas du président de la République, vient des députés. Et donc, le président de la République ne fait que suivre la procédure. La procédure, dites-vous. Voilà. Très bien. Et maintenant que la Cour a donné son avis, on s'incline. On s'incline. On s'incline. La première conséquence, c'est que la présidentielle et les législatives sont maintenues le 27 décembre 2020. Quels en seront les enjeux véritables? Où en sont aujourd'hui les rapports de force politiques? Nous avons posé la question à Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre centrafricain, qui lui aussi est candidat à cette présidentielle. On l'écoute, on en parle après. Les élections du 27 décembre 2020 dans mon pays, la République centrafricaine, si elles se tiennent à cette date-là, précisément, je pense qu'il y aura bien une dizaine de candidats.
Pour ce qui nous concerne au MLPC, notre congrès de mars 2020 m'a déjà désigné comme candidat, mais il y a eu également la première candidature déclarée, c'est celle de M. Aristide Rebois. Et il me semble qu'il y a également une troisième candidature. Mais toujours est-il que je crois que le chef de l'État sortant, il sera candidat. Je pense également qu'il y aura plusieurs autres candidats. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille au-delà de 10 candidats pour les élections de décembre 2020. Et dans quelles conditions ces élections vont se tenir, c'est là la véritable question. Vous savez que malgré la signature de l'accord de Khartoum le 6 février dernier, la situation sécuritaire s'est plutôt envenimée. Et maintenant, dans l'ouest, dans tout le nord-ouest du pays, Abbas Sidiki et les 3R ont ouvert les hostilités carrément contre les forces nationales et les forces internationales qui sont dans la région. Vous vous souvenez de l'attaque de la ville de Besson où 3 soldats de nos forces armées sont tombés au champ d'honneur. Et ça rend la situation extrêmement tendue. Le recensement électoral qui devait commencer justement aujourd'hui a été repoussé sine die. Et nous avons beaucoup de craintes sur l'impact de la situation sécuritaire sur les élections. Pour le reste, c'est des problèmes, des défis techniques, compte tenu du fait que nous sommes en saison des pluies, comment les choses se feront avec l'état des routes et tout. Et il y a donc une hypothèque sur le calendrier. Mais la question principale reste la question sécuritaire et naturellement les mesures de précaution liées à la pandémie du coronavirus. Mais sinon, je pense que pour ce qui concerne les candidatures, en dehors de la mienne et en dehors de M. Roboas, je pense que nous aurons une quinzaine de candidats. Et ça fera la moitié de ce qui a été fait en 2015, mais il y aura une bonne quinzaine de candidats, à mon avis, ou un peu moins. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport aux élections prochaines en Centrafrique. L'enjeu principal de ces élections, ce sera le défi sécuritaire. Ça fera déjà 5 ans, 6 ans que les groupes armés imposent carrément leurs lois au pays. Nous avons beaucoup fondé d'espoir à l'accord de Khartoum, mais nous constatons à sa mise en œuvre que et les garants et les facilitateurs trouvent toutes les raisons pour ne pas répondre aux agressions physiques et militaires des groupes armés. Parlons d'abord des enjeux avant de parler des rapports de force politique. Martin Ziguele dit des choses très frappantes. La Centrafrique aujourd'hui, dit-il, c'est un pays où les groupes armés imposent leurs lois. Il dit après, on aura à peu près une quinzaine de candidatures à cette présidentielle. Et puis, du point de vue logistique, c'est très difficile aujourd'hui, notamment en période des pluies, d'organiser, de mettre en branle le processus électoral, puisqu'il faut l'enrôlement, il faut enrôler les électeurs, il faut déployer les démembrements de l'ANE, etc., etc. Tout ça est compliqué. Au fond, la non-tenue de cette présidentielle n'est même pas, on n'a même pas besoin d'évoquer cette pandémie pour justifier la non-tenue matérielle de cette présidentielle. C'est un faux procès finalement que vous faites au président Faustin Archange Touadéra. Mais non. Cette question a été très anticipée par l'opposition. Je vous l'ai dit, le débat, il a été posé sur la table depuis l'automne dernier. Quand on a évoqué une transition, un pouvoir exceptionnel. Mais pourquoi parlez-vous à chaque fois de transition? Non, mais j'y reviens, je clarifie. Je clarifie. Un mandat précis. Je clarifie. Oui, allez-y. Clarifiez. Hein. Je clarifie. L'idée n'était pas d'abroger le mandat du président Touadéra ni des institutions actuelles. Mais parce que matériellement, on ne serait pas en mesure d'aller aux élections en décembre prochain. Et vous savez, si on ne va pas aux élections en décembre prochain, la Constitution prévoit 90 jours entre l'élection du président et la prise de service du prochain président de la République. Et de toute façon, au cas où le mandat du président de la République arrivait à échéance le 30 mars, son mandat étant fini, il faudrait que le président de l'Assemblée nationale prenne la suite pour organiser les élections. Constitutionnellement, même si on veut faire des exercices finalement d'étalage, d'échelonnement des opérations électorales, il faudrait avoir voté un président entre décembre et mars de l'année prochaine. Matériellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en moyen de le faire. Et donc, il fallait ouvrir ce débat. Vous voyez la contradiction qu'il y a dans votre démonstration, mais contradiction liée au fameux vide juridique. Il y aurait un vide juridique.
Disons les choses simplement, cher Oui. ami. Oui. Le pouvoir en place vient, le président en place vient au bout de son mandat. Oui. Pour des raisons X, il n'a pas pu organiser la présidentielle. Oui. Ce que vous dites, ce que dit aujourd'hui la Constitution, ou du moins ce que ne dit pas la Constitution, c'est qu'il quitte et le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir et organise dans 92 les élections. Mais les mêmes raisons pour lesquelles le président sortant n'a pas pu organiser la présidentielle, elles vaudront pour le président de l'Assemblée nationale. D'où le dialogue national avec tous les acteurs de la société civile, politique, les acteurs civils, républicains, pour décider d'un pouvoir d'exception, d'une façon de régler le problème. D'où vient l'idée que c'est parce que Faustin Archange Touadéra avait s'éternisé au pouvoir qu'il a demandé cette mot? Mais justement parce qu'il a utilisé une autre méthode. Vous savez, en Centrafrique aujourd'hui, les C'est la députés de méthode la qui nation... vous pose problème. Mais la méthode pose problème parce qu'on passe par des députés qui sont généralement, qui votent des lois parce qu'on les finance. Aujourd'hui, les populations centrafricaines ne soutiennent pas du tout l'Assemblée nationale. Nous avons des institutions qui sont complètement dévoyées. Comment ça se fait? Et d'ailleurs, c'est juridiquement impossible que les institutions en place prorogent elles-mêmes leur mandat. Donc, pour pouvoir proroger votre mandat, discutez avec ceux qui vous ont conféré ce mandat. Et donc, pour cela, on a demandé une discussion élargie avec les forces vives de la nation. C'est tout simplement ça. Ils ont préféré faire comme d'habitude. C'est-à-dire, ils ont nommé Darassa, c'est anticonstitutionnel, la Cour constitutionnelle a validé, ils ont pensé que ça serait toujours pareil. Il se trouve que la population, depuis le début de l'année 2020, la population centrafricaine, qui est très résiliente, ne peut plus supporter ce pouvoir-là. C'est aujourd'hui, même dans les villages, que les populations contestent le pouvoir centrafricain. Pourquoi? Ils estiment que les accords de Khartoum ont permis de légitimer des groupes armés. C'est avec cette légèreté qu'ils ont géré le pays depuis 4 ans. Ah oui, c'est comme ça que vous l'interprétez. Mais oui, puisque ça fait sourire. Et d'ailleurs, en général, quand on leur demande de dialoguer, quand on leur demande de prendre des mesures de bon sens et de sauvegarder la vie du peuple centrafricain, c'est un sourire qui nous est retourné. Le président, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, dit des choses simples mais grave. Je veux dire, c'est des choses qui sont d'une extrême gravité. La situation qu'il dépeint, dois-je dire, est très grave. C'est-à-dire qu'il dit, les groupes armés imposent leurs lois aujourd'hui dans votre pays. Les populations sont constamment violentées. L'accord de paix de Khartoum, signé le 6 février 2019 et qui est censé ramener la paix, c'est-à-dire avec à la fois la démobilisation des groupes armés, leur réinsertion et la constitution d'un gouvernement est censé contrôler l'ensemble du pays, n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on sait que le président n'a pas du tout, l'État n'est pas du tout déployé sur l'ensemble du territoire national. Voilà la situation que dépeint Martin Ziguélé. Vous êtes d'accord avec sa peinture ou pas? Sa description ou pas? La situation politique dans notre pays, Martin Ziguélé, que je respecte beaucoup, a été un Premier ministre dans ce pays. Oui. Il est acteur politique depuis plus de 20 ans. Oui, candidat à la prochaine présidentielle. Plusieurs fois candidat. Et candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais il faut voir la situation du pays depuis 2007. C'est-à-dire, quand on parle de la situation d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où le pays venait, de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, il faut savoir que le président Touadéra, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas ménagé d'aucun effort en mars 2015 pour que la paix revienne dans le pays. Mais avec quelle armée? Quand les acteurs politiques posent des problèmes, je vous pose la question, vous, monsieur Richard Togbé, où en sommes-nous avec l'embargo? C'est enlevé sur les militaires centrafricains? Je pose la question à mon frère en face, est-ce que l'embargo a été enlevé? Est-ce que le président Touadéra a tous les leviers sécuritaires dans notre pays? Pour armer les FACA. Pour armer. Est-ce que la mission des Nations Unies qui sont à Bangui, la MINUSCA, joue son rôle comme il le doit? MINUSCA. Bon, merci beaucoup de me prêter le mot. Je suis content que même ceux de l'opposition critiquent la MINUSCA. Combien de fois le pouvoir en place? Un président de la République. Le Conseil de sécurité vient de renouveler sa confiance à la MINUSCA il y a 2 jours seulement. Justement, il ne faut que renouveler la confiance. Mais est-ce que le mandat qu'on a donné, le mandat robuste, pour désarmer par la force, est-ce qu'ils ont fait? Les Al-Inara, ils viennent à Bangui sous la barbe et sous le nez de tout le monde. Ce n'est pas au gouvernement centrafricain de les arrêter. Ils ont eu ce mandat de les arrêter. Mais aujourd'hui, on reproche au président Touadéra qui a fait des efforts. Souvenez-vous, monsieur, je vais vous dire une chose. Quand le président Touadéra était arrivé au pouvoir, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Le président Touadéra a fait de telle sorte que
de mettre en place ce qu'on appelle la défense nationale. Depuis toujours, ça n'a pas existé. Le président Touadéra a fait de telle sorte que dans son axe, pendant les élections, l'axe 2 ou 3, il a dit que il faut protéger l'intégrité du territoire centrafricain, faisant de l'armée centrafricaine une armée de garnison, une armée de projection. Oui. Vous savez ce qui se passe en Centrafrique, c'est quoi? C'est parce que depuis l'indépendance, on a fait de l'armée centrafricaine une armée de projection. C'était quoi? Là. Mais non, depuis toujours. Depuis toujours, ça a été le cas. C'est pour vous dire quoi? C'est que dans notre pays... Ça veut dire quoi? Non, j'en viens. Je vais expliquer. C'est-à-dire, depuis toujours, la République centrafricaine est grande de 623 000 carrés. Quand il y a une attaque à Obo ou à Bambari, il faudrait que ça soit à Bangui, on appelle Bangui, pour que Bangui envoie des militaires pour aller combattre ces gens. À des centaines de kilomètres. À des centaines, vu le tas des routes pour arriver là-bas, les gens peuvent égorger, tuer comme ils veulent. Le président doit réfléchir en disant quoi? Maintenant, il faut faire de l'armée centrafricaine une année de garnison. Et le président Touadéra est en train de mettre en place dans toutes les provinces des bases militaires pour que l'intégrité du territoire soit sauf que face aux groupes armés, c'est compliqué. Mais face aux groupes armés, il va faire quoi? Il va faire quoi? Avec une armée sans les moyens basés sous l'embargo. Merci pour cet aveu d'impuissance et j'ai besoin de répondre à une question qui a été posée ici, celle de la complainte perpétuelle. Quand le président Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016, l'état du pays était connu de tous les candidats. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas de nous ressasser les discours de 2016. Ce qu'on demande, c'est les résultats. Il a fait. Et ce que j'ai envie de dire, lorsque vous dites que la situation du pays, on est passé d'une armée de garnison, etc., excusez-moi, hein, la Centrafrique a besoin d'une volonté politique. Il faut une vision politique. Lorsque vous avez la vision politique, vous réussissez à donner les moyens pour mettre en œuvre votre politique. La Centrafrique, son péché est que le président Touadéra est arrivé au pouvoir à privilégier le désarmement par les cœurs. Ça, c'est son slogan. Et ça, c'est un slogan. Ils ont créé un parti. Tout le monde est cœur uni aujourd'hui. Ouais. Même avec les groupes armés, ils sont cœur unis. Même avec des groupes armés qui sont pilotés par des étrangers, ils sont cœur unis. Comment voulez-vous déposer les armes, faire déposer des armes à des gens qui gagnent leur pain avec les fusils? Mais vous... Monsieur Bécheba. Mais ce que je dis, juste que... Il va faire comment? Il a dit les choses maintenant de façon simple. Tu as un embargo au dos, tu n'arrives pas effectivement à armer ton armée, vous avez compris. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Togué, quand vous dites que vous ne voulez pas faire la guerre, quand vous dites que vous n'avez pas besoin d'une armée, vous n'avez pas besoin de confrontation, comment justifierez-vous le besoin d'acheter des armes? Il faut être cohérent avec soi-même. Si vous voulez qu'on enlève l'embargo et qu'on arme des gens, il faudrait les armer dans une politique qui est mûrement pensée, validée par l'État. Il se trouve que le gouvernement actuel a toujours été dans une position quasi amicale avec des groupes armés, et aujourd'hui, elle veut des armes. Ce serait pour faire quoi? Avant qu'on ne marque une coupe au Cyril Syriac, c'est Mapora, membre du collectif des sans-voix. Le président Faustin Archange Touadéra est en train de finir 4 ans. Il a fini 4 ans de son mandat. L'homme de la société civile que vous êtes, quel regard vous portez sur son bilan, et notamment au regard de ce que vient de décrire Martin Ziguélé? Je prends la parole là comme le représentant des sans-voix. Effectivement, nous, de la société civile, il y a toujours un jeu qui se joue entre les politiques, l'opposition et le parti en pouvoir. Ils se jettent toujours des balles. Mais ce qui est à préciser, c'est qu'il y a eu des réelles avancées sur ce qui s'est toujours passé depuis toujours. Le président Touadéra a hérité ce pays avec tout cet art qu'on a vu. Nous-mêmes, on était sceptiques, on surveillait de près, on essayait de fois d'alerter, de tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que non, il faut remettre sur pied notre armée nationale. Parce que tant qu'on n'a pas la sécurité, même l'économie ne pourrait pas vraiment avoir la possibilité de monter en puissance. Il faut que la sécurité puisse revenir sur l'étendue des territoires centrafricains. En faisant la promesse d'avoir une armée de garnison, en faisant la promesse de former une armée nationale. Et les nouveaux militaires que nous avons en Centrafrique, les forces armées centrafricaines, c'est des gens qui sont partis sur le terrain. Ils ont commencé par monter leurs preuves déjà. La peur a commencé par changer de camp. La peur a commencé à changer de camp parce que l'armée monte en puissance. Et ça, il faut le souligner. On a formé des militaires dans presque tous les pays de la sous-région. Les militaires sont formés en Centrafrique. Les militaires sont en train d'être déployés.
depuis l'indépendance, depuis toujours, on n'a pas eu de contingent à Ndélé ou à Birao. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des militaires qui sont basés à Ndélé, qui sont à Birao, qui sont à Bangassou, qui sont dans les zones où régnaient en maître certains de ces rebelles. Merci. Aujourd'hui, nous avons des petites difficultés au niveau de Sidiki et de Boar, notamment, en voulant ramener les gardes de ces groupes. Oui, des petites difficultés qui sont en train d'être, parce que l'armée ne va pas mettre sur le tableau, dépeindre à chaque fois, expliquer que non, nous sommes en train de faire ça. Il peut faire. L'armée, c'est la grande muette. Ils sont en train d'agir et de gagner du terrain. Il y a des choses qui se font, mais les informations ne peuvent pas être divulguées comme ça. Ce qui est sûr, il y a une nette avancée qu'on voit en ce moment. Paul Syriac, Semapour, merci à vous. Je vous remercie. Vous êtes le président du collectif des Sans-Voix. Merci d'avoir accepté de participer à cette partie de notre émission. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique et le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mon invité Rodrigue Joseph Prudence Maïté, chroniqueur polémiste, m'a rejoint. Oui. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons effectivement la deuxième partie de notre émission et sur la base de la description de Martin Ziguélé et de l'ensemble de la situation dans votre pays et la Centrafrique, tirer quelques petites conclusions. Le fait est là. Effectivement, il a évoqué des groupes armés qui terrorisent encore les populations. Il a évoqué l'état des routes dégradées de votre pays qui permet pas aujourd'hui le déploiement du matériel électoral. Il a évoqué effectivement le fait aujourd'hui que les populations ne sont pas encore sécurisées. Mais Salomon Kotro, pour commencer cette partie, on a envie de savoir. Les Centrafricains qui nous suivront ont besoin de savoir quelle est aujourd'hui la proportion du territoire que contrôle le président Faustin Archange Touadéra et son pouvoir. Le territoire centrafricain, comme vous le dites, oui. Comme vous le savez, le président Touadéra était venu trouver la situation du pays dans trouver la RCA, qui n'existait que de nom. Le pays sous la carte du monde n'existait que de nom, mais il n'y a pas d'État sur tout l'ensemble du territoire. De 2013 à 2016, le pouvoir était quasiment concentré à Bangui. Ce n'est pas très gentil vis-à-vis de Catherine Samba-Panza de dire des choses comme ça. Catherine Samba-Panza, c'est une brave dame que nous saluons, sa ténacité, que nous saluons. C'est une brave dame. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que quand le président Touadéra était arrivé, nous oublions très rapidement que le pouvoir était concentré à Bangui. Monsieur Kotro, après 4 ans de... Moi, ma question est, après 4 ans de pouvoir, quelle est la proportion du territoire que vous contrôlez aujourd'hui? Oublions Catherine Samba-Panza, oublions mars 2016. Là, juin 2020, quelle est la proportion du territoire centrafricain que contrôle le président Faustin Archange Touadéra et son nom? Le président Touadéra est le président de la République centrafricaine. Et ça, je suis le président de la République centrafricaine, il contrôle son pays. Par contre, il contrôle par le concours de ceux qui ont accepté de faire la paix. C'est les groupes armés que vous avez cités ici. Oui. Eux, ils ont signé les accords de paix. Le président Touadéra a fait sa part de travail, quitte à eux de le faire. Aujourd'hui, nous critiquons. Bon, je vois que vous ne voulez pas nous critiquons, mais nous savons que le territoire... Oui. Quand Darassa lève des impôts sur la route de Bambari, Ipi, Bakala... Ça, c'est dramatique. C'est pour les caisses de l'État. Répondez de façon factuelle. Quand vous dites que le président Touadéra contrôle le pays à travers les groupes armés avec qui ils ont signé les contrats, nous, on a toujours parlé de... Laissez-moi répondre à votre question. Hein, vous savez, on parle de trahison à ce niveau-là. Vous êtes en train de dire que Darassa reverse ce qu'il prélève chez les paysans dans les caisses de l'État. Vous avez posé la question. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, allez-y. Attendez. Cette question, vous avez posée. Est-ce que les frais ou les impôts que Darassa prélève, est-ce qu'ils reversent à l'État?
Je dis non, il ne reverse pas. Mais quel centrafricain peut être d'accord avec ce que Darras a fait? D'accord. Mais le problème, c'est qu'en comprenant cela, c'est pour ça que le président Touadéra avait vu qu'il fallait négocier, il fallait aller au dialogue pour que, croyant que les groupes rebelles allaient comprendre le sens, ils n'ont pas compris. Et donc, le président Touadéra a fait ça. Mais comment il contrôle alors le pays à travers ces gens? Donc l'attaque de Hugo, Hugo, aujourd'hui, ils participent au gouvernement. C'est que... Ils participent à la gestion... Le problème, c'est qu'ils participent au gouvernement à Bangui et dans leur zone, ils rançonnent les populations. Donc, ils gagnent doublement finalement. La justice finira par se faire. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Eux, ils se croient, aujourd'hui, ils se croient tout permis, mais c'est le temps de justice, c'est un temps long, mais ça viendra. Je rappelle effectivement que depuis quelques mois, la Cour spéciale pénale, une Cour spéciale pénale est installée dans votre pays, la Centrafrique, avec le concours notamment de la communauté internationale et qui aujourd'hui, effectivement, s'occupe de ces cas, mais elle est encore fragile parce qu'il n'y a pas un bras armé pour aller arrêter les délinquants qui sont en train de terroriser les Centrafricains. Ils réussissent à arrêter les anti Est-ce que je peux rebondir, M. Richard? Allez-y très rapidement. Je n'ai pas envie de servir de billard entre l'opposition et la majorité présidentielle. Mais je suis quand même un tout petit peu écœuré, voire choqué lorsque j'entends M. Salomon Kotro parler. Qu'est-ce qui vous choque, dites-moi? Mais oui, parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont les seuls, c'est-à-dire que le président Touadéra et ses partisans sont les seuls à penser que tout va bien, alors que tout va mal. Tout va mal. À quel niveau? Vous lui avez posé une question assez claire. Le président Touadéra contrôle quelle portion du territoire? Même pas 15%. Même pas 15%. Pas 15%. Je vais jusqu'à dire qu'il contrôle seulement Bangui, parce qu'il y a de cela 3-4 mois, il contrôlait la Lobaye. Mais maintenant, il ne contrôle plus la Lobaye. La banlieue périphérique. Mais oui, il y a un conglomérat de bandits qui sillonnent la Lobaye de nos jours. Et puis bon, parler du président Faustin Archange Touadéra comme si c'est un novice dans l'arène politique, c'est pas bien. C'est pas gai. Il est resté près de 5 ans Premier ministre de l'ancien président François Bozizé, Yangou Vunda. Il connaît très bien les mots qui gangrènent le pays. Très bien. Il est arrivé aux affaires, il savait, tout comme les autres candidats, quels sont les chantiers qu'il fallait s'y attaquer au même moment. On n'a plus assez de temps, le temps est fini. Vous venez d'évoquer l'ancien président François Bozizé. Oui. On peut finir notre émission sur lui. L'homme peut-il encore jouer un rôle politique en Centrafrique? À l'évidence, je pourrais dire oui. De quel type? Pour la simple raison qu'il y a une loi en Centrafrique qui interdit toute activité aux anciens présidents de la République. Mais allez-y, quel rôle, comment entrevoyez-vous son rôle? Déjà là, depuis qu'il est arrivé, il est rentré au pays, les données politiques ont complètement changé. Il a réussi, c'est-à-dire que son avènement en République centrafricaine a rabattu presque toutes les cartes. Pensez-vous? Mais bien sûr que si. Ça a rabattu toutes les cartes. Et même le président actuel s'inquiète. François Bozizé? Mais oui, il s'inquiète. Il s'inquiète parce que... par rapport à quoi? Mais lorsque... En quoi est-ce que François Bozizé fait-il peur au président Faustin Archange Touadéra aujourd'hui, s'il vous plaît? Lorsque le président Archange Touadéra battait campagne, c'était sur les mérites de la gestion de la chose publique de François Bozizé. Dont il a été Premier ministre. Alors, mieux vaut l'original que la copie. L'original est arrivé, donc ça risque d'être difficile pour la copie. Ça présage... La présence de... difficile, moi, pour vous. Non, mais non, le président Bozizé, nous avons tous le respect vis-à-vis de lui. C'est un ancien chef de l'État. Vous savez, le président Bozizé, aujourd'hui, il joue un rôle, il a dit, il est venu pour contribuer, pour ramener la paix dans le pays. Oui. Le président Bozizé a été l'homme où la guerre est venue. Si le président Bozizé peut être l'homme où la paix peut revenir dans notre pays, il a toute sa place pour jouer son rôle pour ramener la paix dans le pays. Y compris assurer la plus haute fonction de l'État? La plus haute fonction de l'État, mais bon, vous savez, aujourd'hui,
ce n'est pas à moi de décider. Non, c'est au Centrafricain. Ce n'est pas à moi de décider. Il y a la loi que tu as citée, il y a une loi qui vient d'être signée vis-à-vis des anciens chefs de l'État. En leur interdisant toute activité politique. Mais cette loi, il faut être clair. Toute activité politique. Et en plus, cette loi parle du statut des anciens chefs de l'État. Du statut. Et en juste plus, du statut. Mais cette loi n'empêche pas François Bozizé de poser sa candidature. Le président Bozizé, s'il peut participer à la paix, c'est tant mieux. Mais bon, la justice, si parmi les candidats et que la justice... Pourquoi insister sur la justice? Non, comme je si n'ai c'était pas... déjà prévu pour mais non, pas puisse du l'écarter. tout. Pas du tout. Je dis... Il faut donner l'opportunité à tout le monde. Il est recherché par la justice. Mais ça fait plus de 6 mois qu'il a abandonné. Justement, si ce n'est pas lui que la guerre a commencé et que si ce n'est pas lui que la paix peut venir, on n'a pas pas besoin de placer la main en visière pour savoir que Bozizé dort par-ci. Un dernier point très rapidement pour finir cette émission. Dans l'hypothèse, effectivement, alors je rappelle, et Martin Ziguele vient de le dire, les opérations d'enrôlement étaient censées commencer ce jour, mais elles n'ont pas débuté pour des raisons techniques, dit la haute autorité, enfin l'autorité nationale des élections. Martin Bozizé a énuméré quelques difficultés d'ordre logistique, notamment en ce qui concerne les infrastructures dans votre pays pour le déploiement du matériel électoral. Si tout ça ne rend pas possible la tenue à bonne date de la présidentielle dans votre pays, qu'est-ce que vous allez faire? Mettons-nous autour d'une table et discutons. Mais c'était ce qu'il fallait faire depuis. Le président de la République a été toujours l'homme de consensus et l'homme de dialogue. Le moment viendra. Non, c'est pas juste. Discutera. Vous savez, la discussion, il y a la posture de l'écoute et il y a l'écoute véritable. Oui. Depuis 2016, on a eu beaucoup de postures. Il faudrait passer à l'acte. À partir de ce moment-là. Et donc la discussion ne serait pas juste un tour de table, juste pour vous donner l'impression qu'on a... Moi, je dirais autre chose. À un moment donné, voilà, il faudrait que les hommes politiques centrafricains arrêtent de faire peur à la République. Cette manière de prôner la gouvernance à coups de rustine, là, il faut arrêter. Merci. Rodrigue Joseph Prudence Maïté, polémiste, chroniqueur. Merci d'avoir participé à cette émission. Wilfredo Meshiba, ancien secrétaire général de la Fédération URCA Europe, Union pour le renouveau centrafricain de l'ancien Premier ministre, Stanislas Georges de Logele. Lui aussi sera sans doute candidat à la présidentielle. En tout cas, on en débattra dans d'autres... Je militerai pour vous mériterez, ça se comprend. Merci, le contraire m'aurait étonné. Merci à vous. Salomon Kotro, ancien député, grand soutien du président Faustin Archange Touadéra, porte-parole en France du MCU, Mouvement des Cœurs Unis, le parti présidentiel. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. À cette émission, c'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Centrafrique. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. On fait la photo quand même. Hein. S'il vous plaît. Merci.